Ah, le stagiaire. Viens donc, je vais t'expliquer la conférence de paix. Bien, comme tu t'en rappelles, le 29 avril 1939, la Belgique faisait officiellement capituler les Pays-Bas suite à l'occupation totale de leur territoire. Et le 30, nous nous réunîmes avec les vaincus pour établir le sort de leur pays. La Ligue nationale flamande et notre Premier ministre avaient insisté pour récupérer les Flandres et les considérer comme une extension de notre territoire national. Évidemment, j'acceptais. La guerre avait en principe démarré pour ça. Après ces premières revendications, je découpais le reste du territoire en solitaire. Je me mis donc à attribuer une majeure partie des Indes néerlandaises à notre colonie congolaise. Mais je conservais Sumatra et Java pour le territoire national. En fait, là-bas, il y a beaucoup de caoutchouc. Et pour notre exploitation, dans le but de développer notre aviation, il était bien plus pratique de garder les deux îles que de les donner au Congo. Ensuite, je réclamais toute la flotte des Pays-Bas. Pour l'instant, malgré que la Belgique était un pays côtier, elle n'avait aucun navire. Et c'était inadmissible. Il ne me restait dès lors plus qu'une seule chose à voir dans le traité. Je fis décerner au Congo tous les territoires outre-Atlantique. Ce pour deux raisons. Premièrement, la doctrine Monroe des Amerlocs. On pourrait rien faire là-bas avant un bon moment et j'avais pas du tout envie d'un conflit ouvert avec les États-Unis. Et deuxièmement, l'administratif. C'est déjà assez compliqué comme ça en Europe, alors j'avais pas besoin de problèmes outre-Atlantique. Sans grande surprise, les Pays-Bas acceptèrent le traité, signant leur annexion totale par notre pays ou notre colonie. Pour la suite des opérations, et maintenant que la Belgique avait démontré sa supériorité sur les petits États d'Europe, j'ai profité de nos nouvelles frontières pour faire placer un bataillon aux frontières de l'Allemagne. Le péril communiste est à prendre au sérieux, même les Français doivent le savoir. Parlant d'eux, je fais retirer un de mes espions là-bas, et je l'envoie à Sumatra. Le but, c'est d'empêcher le développement d'une quelconque résistance dans le pays et d'intégrer au plus vite le territoire. Durant cette période de restructuration, j'en profite aussi pour faire organiser et déployer notre marine. J'assure ainsi un contrôle total de la Manche en partage avec les Anglais. La Hollande et les Luxembourgeois ne se sentaient toutefois pas encore complètement intégrés, ce que je pouvais comprendre. Afin de les satisfaire, je fais donc passer ma prochaine mesure, le traité sur le Dietsland. Mais avant que cette décision ne tombe, c'est en faisant un tour d'Europe que je prête finalement attention au fait que les Habsbourg sont de retour sur le trône d'Autriche, de Hongrie et de Tchécoslovaquie. Ils ont même fondé une alliance, l'alliance habsbourgeoise. Alors bien sûr, le roi de Belgique n'est pas un Habsbourg. Comme tout le monde le sait, malgré qu'on ait tenté de le cacher après la Grande Guerre, le roi de Belgique, c'est un Saxe-Cobourg-Gotha. Mais nos familles ont eu d'étroites relations. On peut penser à Maximilien d'Autriche et sa femme, Charlotte de Belgique. Enfin bon, on s'égare. Ce que je voulais dire avec ça, le nouveau, c'est qu'il est temps de redorer le blason des Saxe-Cobourg-Gotha, de le faire ressortir de terre. Alors, nous allons renouer les liens avec nos anciens amis austro-hongrois. La Belgique rejoint donc l'alliance habsbourgeoise le matin du 2 juillet 1939. On fait passer ma loi sur le Dietsland. Le drapeau et la couleur nationale changent. Les Pays-Bas et les Luxembourgeois se sentent enfin intégrés et nous formons tous ensemble le peuple dietslandais. Côté militaire, je lance enfin mon programme d'aviation. Je fais lancer la production d'avions de transport de troupes et forme des parachutistes. Je mise tout sur ces unités spéciales. Par la même occasion, je fais tracer des plans de bataille aux frontières allemandes. Mon but serait de faire fuir les communistes et de pouvoir avoir une frontière commune avec mes alliés habsbourgeois. Mais une nouvelle venue de Hongrie va me décourager de toute intervention face aux communistes. Les Habsbourg ont déclaré la guerre aux Yougoslaves et aux Roumains. Je refuse évidemment d'engager les troupes dans un premier temps. J'attends de voir le déroulé des combats. Mais en voyant les Roumains s'enfoncer avec aisance dans le territoire hongrois, je prends ma décision. Il est trop risqué politiquement de se rattacher à cette guerre. Le peuple dietslandais doit alors prendre ses responsabilités. Et j'annonce à Othon de Hongrie que nous quittons l'Alliance. Entre-temps, les Français avaient déployé leur armée le long de la frontière, et cela m'inquiétait. Je fais donc moi-même déployer des unités fraîchement formées le long de cette ligne. La cible, ce sont les communistes, pour le moment. Quelque temps plus tard, je fais aussi transmettre des plans de bataille. La meilleure des défenses, c'est l'attaque, et à la première déclaration de guerre, je passe à l'offensive. En prenant des nouvelles du monde extérieur, j'apprends plusieurs choses. D'abord, la France s'est engagée dans le conflit habsbourgeois, aux côtés des Yougoslaves et des Roumains. Mais j'apprends aussi que l'Allemagne a déclaré la guerre à l'Alliance. Voilà que les Français se retrouvent alliés de fortune des communistes.
D'un autre côté, le front roumain et yougoslave semble s'être stabilisé, et même tourné en faveur des Habsbourgeois. Enfin, j'apprends que la République des Deux Nations, ex-Pologne ayant rattaché la Lituanie, s'est elle-même engagée dans le conflit et attaque l'Allemagne. Pour faire un résumé simple, l'Europe est en train d'exploser. Il n'y a que les Anglais, les Danois, les Grecs et nous qui ne sommes pas invités à la fête. Et je trouve ça très frustrant. Je voulais participer au festin. Enfin bon, c'est un petit peu de ma faute. Je fais envoyer un courrier express à Othon. Je voudrais à nouveau rejoindre l'Alliance et ainsi créer un deuxième front aux Français et aux Allemands. C'est là un pari risqué que je prends. Affronter deux grandes nations européennes en même temps, c'est dangereux, mais pas impossible. De plus, j'ai des vues sur le territoire français depuis un moment. Sans parler de De Grelle et de la Ligue flamande qui me tannent pour reformer l'ancien royaume de Bourgogne. Le seul souci, c'est que les Habsbourg ne me font plus confiance depuis mon départ pessimiste de la dernière fois. Alors, pour regagner leur amitié, je vais devoir improviser. Je prends alors la décision de justifier moi-même un but de guerre contre les Français. Je revendique le Nord-Pas-de-Calais. Le 8 décembre 40, j'apprends alors la mauvaise nouvelle. Budapest est tombée aux mains des Roumains. Mais cette fois, je ne me laisserai pas décourager. La ligne de front me laisse croire que tout est encore possible. Et 21 jours plus tard, j'engage officiellement le Dietschland dans la guerre, renouant par la même occasion notre alliance avec les Habsbourg. Mais le front franco-allemand, c'est une toute autre histoire, le stagiaire. Et celle-là, je te la raconterai la prochaine fois.